Salut tout le monde, je suis James. J'ai 32 ans et j'ai un jour abandonné toute ma famille au milieu d'un aéroport bondé pour sauver ma propre santé mentale. Avant de vous raconter l'affrontement explosif qui a tout changé, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Alors, imaginez, il est 7 heures du matin à l'aéroport de Los Angeles, LAX. L'air est imprégné de l'odeur du café, du nettoyant pour sol, et de l'anxiété de bas niveau qui enveloppe chaque aéroport. Je suis à quelques mètres en arrière, juste en train de les observer. Ma famille, mon père, Richard, vérifie nerveusement sa carte d'embarquement pour la 10e fois. Ma mère, Hélène, essaie de gérer mes deux neveux, Léo et Noé, qui utilisent un chariot à bagages comme un bélier. Et puis il y a ma sœur, Clara, l'enfant adoré, d'une perfection sans effort même à cette heure, dirigeant son mari, David, sur la façon d'organiser leurs 5 valises surdimensionnées. Ils débordaient tous d'excitation pour nos vacances en famille, un voyage dans un complexe hôtelier. Tout compris, bruyant et adapté aux enfants, au Mexique, que je payais. Enfin, la majeure partie. C'était censé être mes vacances, mon évasion. Mais comme tout le reste dans ma vie, cela avait été absorbé dans l'orbite de la planète Clara. James, chéri, pourrais-tu apporter une bouteille d'eau au garçon? Ils deviennent capricieux, m'a appelé ma mère, sans même me regarder. Ses yeux étaient fixés sur Clara, comme toujours. J'ai juste hoché la tête. La gorge trop serrée pour parler. Pendant des semaines, je les avais écoutés planifier mes vacances autour de l'emploi du temps de Clara, de la sieste de ses enfants, du désir de son mari pour un terrain de golf. Mes propres demandes pour une plage tranquille ou un bon restaurant étaient rejetées d'un revers de main. Oh, James, tu peux faire ça n'importe quand. Il s'agit des enfants. Il s'agit de la famille. Mais il ne s'agissait jamais de la famille. Il s'agissait toujours de Clara. J'ai regardé leurs visages excités, complètement inconscients. Ils me voyaient comme un outil, un portefeuille, une babysitter, une paire de mains supplémentaires. Ils ne me voyaient pas le vrai moi. Et à ce moment-là, un calme étrange m'a envahi. Le cœur battant frénétiquement avec lequel j'avais vécu pendant des jours s'est soudainement immobilisé. C'était le calme d'une décision enfin prise. J'ai sorti mon téléphone. Sur l'écran, il y avait une seule carte d'embarquement. Ma vraie carte d'embarquement. Destination, Costa Rica. Un vol au départ d'un terminal différent dans 1 heure. Sans un mot, je leur ai tourné le dos. Je me suis glissé à travers la foule de voyageurs. Mon propre bagage à main me semblait incroyablement léger. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste marché. Chaque pas me donnait l'impression de briser une chaîne. Je pouvais sentir leur voix s'estomper derrière moi, remplacée par le bourdonnement de mon propre sang dans mes oreilles. J'ai atteint la navette du terminal, je suis monté, et alors qu'elle s'éloignait, j'ai pris mon téléphone, les éteints et les fourré au fond de mon sac. L'avion pour le Costa Rica a décollé de la piste, et j'ai regardé le chaos tentaculaire de Los Angeles rétrécir en dessous. Je laissais tout derrière moi, le bruit, les attentes, le poids écrasant d'être le fils oublié. Je n'avais aucune idée de ce qui se passerait quand j'atterrirais ou quand je devrais finalement rallumer mon téléphone. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois de ma vie, je volais libre. Mais pour comprendre pourquoi j'ai dû prendre une mesure aussi drastique, il faut remonter le temps. Loin en arrière. En grandissant, ma vie s'est déroulée dans l'ombre d'un monument nommé Clara. Notre maison n'était pas seulement un foyer. C'était un sanctuaire pour elle. Les murs étaient une galerie de ses réalisations. Trophées de ballet, plaques d'équipe de débat, sa lettre
d'acceptation encadrée à une prestigieuse université de la côte Est. Chaque dîner de famille tournait autour de son dernier triomphe. Mes réalisations, si elles étaient remarquées, étaient traitées comme de petites anecdotes amusantes. Je crois que la première fois que j'ai vraiment compris la dynamique, je veux dire, vraiment comprise, c'était pour mon 10e anniversaire. Je me souviens m'être réveillé plein de cette excitation électrique que seul un enfant de 10 ans peut ressentir. J'ai couru en bas, m'attendant, je ne sais pas, à des crêpes, à une banderole, au moins à un joyeux anniversaire, mon fils. Au lieu de cela, j'ai trouvé mes parents dans une frénésie d'activité. Mon père était au téléphone, parlant de sa voix sérieuse d'homme d'affaires, tandis que ma mère repassait le meilleur chemisier de Clara. L'air sentait le toast brûlé et la laque. Maman, papa, ai-je demandé, ma voix petite. Ma mère a jeté un coup d'œil. Un air d'irritation légère sur son visage. Pas maintenant, James. Clara a son grand entretien pour le lycée d'excellence aujourd'hui. C'est important. C'était mon 10e anniversaire et ce n'était qu'un inconvénient. La journée entière fut dédiée à Clara. La conduire à l'entretien, l'attendre, l'emmener déjeuner pour fêter ça après. Je me suis contenté de suivre un fantôme silencieux sur le siège arrière du monospace familial. Ce soir-là, comme une pensée après coup évidente, ma mère a sorti une petite boîte à gâteaux, légèrement écrasée du réfrigérateur. Tiens, a-t-elle dit, la plaçant devant moi. Je l'ai ouverte. C'était une seule tranche solitaire de tiramisu. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était un reste du déjeuner de célébration de Clara. Nous étions tellement occupés aujourd'hui, a dit ma mère, ne me regardant pas dans les yeux. Fais un vœu. J'ai regardé la seule petite bougie triste qui pendait dans le mascarpone. Je n'ai pas fait de vœu. À quoi? Bon. Je savais déjà que même la magie de l'univers était probablement redirigée pour assurer le succès continu de Clara. Ce schéma se répétait sans cesse. Quand j'ai remporté la première place d'un concours d'art à l'échelle de la ville au collège, la cérémonie de remise des prix était le même jour où mes parents devaient conduire Clara à une visite d'université à 3 états de distance. Ils n'ont même pas hésité. Nous sommes si fiers de toi, ma chérie, a dit ma mère. Au téléphone ce soir-là, sa voix lointaine. Raconte-nous tout quand nous serons de retour. Ils n'ont jamais demandé. Je portais les vêtements de Clara. Non seulement des vêtements, mais aussi des centres d'intérêt. Quand j'ai montré un vif intérêt pour la musique, mes parents ont déniché le vieux violon de Clara du grenier. Elle l'avait essayé pendant 6 mois quand elle avait 15 ans avant de le déclarer un nom raffiné. C'était un violon pleine taille. J'avais 12 ans. C'était comme essayer d'embrasser un violoncelle. Quand j'ai supplié pour un violon qui me convienne vraiment, ma mère a poussé ce long soupir lasquelle, réservé exclusivement à mes demandes déraisonnables. James, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre un nouveau violon en ce moment, a-t-elle dit, triant des factures à la table de la cuisine. Nous avons déjà tellement dépensé pour les leçons de piano de Clara cette année. Tu dois comprendre que son talent est exceptionnel. Alors, j'ai appris à jouer sur un violon trop grand. Le son était maladroit et tendu, tout comme moi. J'ai appris à me faire plus petit, à vouloir moins, à n'attendre rien. C'était la seule façon de survivre dans l'ombre de l'enfant prodige. Je ne savais pas que ce n'était que le terrain d'entraînement. La véritable indifférence était encore à venir. Le fossé entre Clara et moi est devenu un abîme lorsque nous sommes entrés à l'université. Pour Clara, il n'y avait pas de question. Elle fréquenterait l'école de ses rêves, un collège privé d'arts libéraux qui coûtait plus par an que notre voiture. Mes parents rayonnaient de fierté. Ils ont contracté des prêts,
ont puisé dans leurs économies de retraite et ont organisé des collectes de fonds avec la famille élargie. C'était un projet communautaire, le fonds d'éducation pour Clara et une Ivy League adjacente. Des années plus tard, c'était mon tour. J'avais travaillé dur au lycée. Mes notes étaient solides. Mes scores au SAT étaient bons. J'ai été accepté dans une excellente université d'État, un endroit qui me passionnait vraiment. J'ai présenté ma lettre d'acceptation à mes parents, m'attendant à une démonstration de soutien similaire, bien que légèrement moins grandiose. Ce que j'ai eu, c'est une discussion à la table de la cuisine qui ressemblait plus à une audience de libération conditionnelle. Mon père s'est raclé la gorge, évitant mon regard. Mon fils, nous sommes très fiers de toi. Vraiment. Mais nous devons être réalistes quant aux finances. Ma mère est intervenue, sa voix prenant ce ton doux et apaisant qu'elle utilisait quand elle était sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Nous remboursons encore les prêts que nous avons contractés pour les frais de scolarité de Clara, James. Son éducation était, eh bien, c'était un investissement. Nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent disponible à nouveau. Un investissement. Ce seul mot m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Son avenir était un investissement. Le mien était une dépense à gérer. L'accord qu'ils ont proposé était le suivant, ils paieraient la moitié de mes frais de scolarité. L'autre moitié, plus le logement, la pension, les livres et toute semblance de vie sociale, étaient à ma charge. Cela forgera le caractère, a dit mon père avec un faible sourire. Comme si endetté. Son enfant était une forme de parentalité éclairée. Alors, pendant que Clara rejoignait des sororités et faisait des voyages de printemps en Europe, je travaillais 2 emplois à temps partiel épuisants. J'étais barista à 6 heures du matin, sentant le café brûler et le regret, et magasinier dans une épicerie. Jusqu'à minuit, le dos douloureux et les mains gercées. Je vivais de ramen instantané et de café gratuit de mon quart du matin. Je me souviens avoir vu des photos de Clara sur un yacht pendant un stage d'été que ses parents l'avaient aidé à obtenir par l'intermédiaire d'un ami. Le même jour, j'avais vendu ma précieuse collection de bandes dessinées, la seule chose qui était vraiment à moi, pour payer un manuel de chimie. L'ironie suprême fut lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention, je dois l'ajouter. J'étais la première personne de notre famille proche à obtenir un diplôme en finance, un diplôme pratique qui m'a conduit à une bonne offre d'emploi immédiatement. Je l'avais fait presque entièrement seul. J'ai pensé un instant que ce serait enfin ce qui leur ferait gagner leur respect. Lors de ma fête de remise des diplômes, une petite affaire dans notre arrière-cour avec des hot-dogs tièdes, mon père m'a tapé sur l'épaule. Tu vois, James, a-t-il dit un peu trop fort. Nous avions raison. Te faire payer ton propre chemin t'a appris la valeur de l'argent. Tu t'en es très bien sorti. Il l'a dit comme s'il m'avait fait une faveur. Comme si les nuits blanches, le stress constant, les occasions manquées faisaient tous partie d'un grand plan pour mon bénéfice. Ils ont pris ma lutte et l'ont reformulée comme leur succès. Et je suis resté là, diplôme en main, me sentant plus seul que jamais. J'allais très bien. Mais je n'étais pas leur investissement. J'étais juste celui dont on attendait qu'il gère ce rôle. J'allais bientôt l'apprendre, était pour la vie. Clara a rencontré David vers la fin de sa vingtaine. Un homme qui avait fière allure sur le papier. Bonne famille, bon travail, sourire charmant. Leur mariage a été l'événement social de la décennie. Du moins, selon ma mère. Pendant une année entière, notre vie de famille a été consumée par cela. Liste d'invités, décisions de traiteurs, arrangements floraux. C'était une tempête constante de trivialités traitées avec la gravité de pourparlers de paix internationaux. Naturellement,
mes parents ont décidé de contracter une deuxième hypothèque sur leur maison pour financer la journée parfaite pour leur fille parfaite. Une fête somptueuse avec 300 invités, un quatuor à cordes et une sculpture de Signan. Glace. Ma contribution? J'ai été contraint d'être le planificateur de mariage. Par défaut, le garçon de course est l'animal de soutien émotionnel. James, peux-tu aller chercher les robes de demoiselle d'honneur? Je suis débordé. Clara appelait et disait, James, peux-tu t'occuper du traiteur? Ils sont impossibles. James, peux-tu gérer l'oncle-livre de David? Il drague là. Photographe. Quand j'ai enfin essayé de me plaindre doucement de la pression, ma mère m'a fixé d'un regard de profonde déception. Ne sois pas si égoïste. James. C'est le jour spécial de ta sœur. Une famille est censée se sacrifier les uns pour les autres. C'était un beau mariage. Clara était une mariée radieuse. Alors que je la regardais danser avec notre père, j'ai ressenti une douleur familière. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la résignation. Le mot sacrifice dans notre famille était une voie à sens unique. Et tout le trafic affluait directement vers Clara. Quelques années plus tard, les jumeaux, Léo et Noé, sont arrivés. C'étaient des enfants mignons et pendant un certain temps, c'était agréable. Mais peu après leur naissance, mon rôle dans la famille s'est solidifié en quelque chose de nouveau et d'inéluctable, la nounou non rémunérée. Par défaut, toujours disponible. Cela a commencé assez innocemment. James, peux-tu surveiller les garçons pendant 1 heure? David et moi devons juste faire quelques courses. 1 heure se transformait en 3. Un samedi après-midi devenait un week-end entier. Il ne demandait jamais si j'avais des projets. Il supposait simplement que non, ou si j'en avais, qu'ils n'étaient pas aussi importants. Mon appartement, mon seul sanctuaire, est devenu une garderie satellite. Mes week-ends, mon seul moment pour décompresser. Après une semaine de travail stressante, étaient remplis de couches, de dessins animés et du chaos sans fin et aux doigts collants de 2 tout petits. Le point de rupture pour moi est arrivé un mardi. J'avais un grand rendez-vous, un pour lequel j'étais vraiment excité. C'était avec une femme du travail sur laquelle j'avais craqué pendant des mois. J'avais fait des réservations dans un bon restaurant. J'étais douché, habillé, et sur le point de sortir quand mon téléphone a sonné. C'était Clara. Sa voix frénétique. James, Dieu merci, tu as répondu. La voiture de David ne démarre pas. Et j'ai un cours de yoga que je ne peux absolument pas manquer. C'est une crise. J'ai besoin que tu viennes tout de suite. Clara, je ne peux pas, ai-je dit, le cœur serré. J'ai des projets. De grands projets. Silence. Puis un reniflement. Les larmes instrumentalisées arrivaient. Tu as des projets, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une incrédulité blessée. Plus important que ta famille? Plus important que ta sœur, qui est clairement en pleine crise de panique en ce moment? J'ai fini par annuler mon rendez-vous. Alors que j'étais assis sur le sol de Clara, construisant une tour de bloc avec 2 tout petits pendants qu'elle allait chercher sa paix intérieure, j'ai senti quelque chose en moi se briser. C'était un claquement silencieux. J'ai réalisé qu'il ne prenait plus seulement mon temps et mon argent. Il prenait ma vie, et je les laissais faire. C'est cette nuit-là que j'ai su que quelque chose devait changer, et que cela devait changer bientôt. Après 4 ans dans mon entreprise, j'avais travaillé sans relâche. J'étais le premier arrivé, le dernier parti. J'avais pris les projets que personne d'autre ne voulait. J'avais bâti une réputation de fiabilité, de perspicacité et d'ambition. Et finalement, cela était sur le point de porter ses fruits. Mon patron, Monsieur Davison,
le PDG de l'entreprise, m'a appelé dans son bureau. C'était une grande occasion, le genre de réunion qui faisait transpirer les paumes. C'était un homme de peu de mots, connu pour son attitude directe. Il m'a fait signe de m'asseoir, son visage illisible. James, a-t-il commencé, je vous ai observé. Votre travail sur le compte Henderson a été exceptionnel. Vous nous avez évité une perte majeure. J'ai juste hoché la tête, essayant de garder ma respiration régulière. Nous sommes en train de restructurer la division de la côte ouest, a-t-il poursuivi, se penchant en avant. Nous avons besoin d'un nouveau directeur régional, quelqu'un avec de l'initiative, quelqu'un qui peut gérer la pression. Le conseil d'administration et moi sommes d'accord pour dire que cette personne, c'est vous. Mon esprit s'est vidé. Directeur régional. C'était une promotion massive, une énorme augmentation de salaire, une voiture de fonction, un bureau d'angle. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Le poste exigera beaucoup de déplacements, a-t-il averti. Vous serez sur la route au moins 2 semaines par mois. C'est un engagement important, mais la récompense est substantielle. Le poste est à vous si vous le voulez. Je suis sorti de son bureau en état de choc, mes pieds touchant à peine le sol. Je me sentais vu, valorisé. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que mon travail acharné comptait vraiment. J'étais impatient de le dire à ma famille. Je les imaginais fiers, célébrant avec moi. Pour une fois, les projecteurs seraient braqués sur mon succès. Ce dimanche-là, lors de notre dîner de famille obligatoire, j'ai attendu une accalmie dans la conversation, qui, comme d'habitude, portait sur le nouveau paysage de Clara. J'ai des nouvelles, ai-je annoncé, ma voix tremblante légèrement d'excitation. Tout le monde s'est tourné vers moi. Monsieur Davison m'a offert une promotion aujourd'hui. Je vais être le nouveau directeur régional. Il y eut un silence. Mon père fut le premier à parler. Directeur régional? Quel est le salaire pour un poste comme celui-là? Avant que je ne puisse répondre, le front de ma mère se plissa d'inquiétude, mais son inquiétude n'était pas pour moi. Attends, dit-elle, ses yeux se posant sur Clara. Tu as dit qu'il y aurait beaucoup de déplacements, n'est-ce pas? Et les jumeaux? Qui va aider Clara avec les garçons si tu es toujours absent? L'air s'est vidé de la pièce. Mon excitation s'est évaporée, remplacée par une appréhension glaciale familière. Clara intervint, son visage un masque d'inquiétude théâtrale. Oh, James, tu ne peux pas prendre ce travail. Ce n'est pas juste. David et moi comptons sur toi. Les garçons adorent leur oncle James. Cela briserait leur petit cœur. J'ai regardé autour de la table. Pas une seule personne n'avait dit « Félicitations ». Personne n'avait l'air fier. Ils avaient l'air incommodés. Ma plus grande réussite professionnelle était pour eux un problème logistique pour l'emploi du temps de la garde d'enfants de Clara. Mon père scella l'affaire. Il posa sa fourchette et me regarda avec cette expression déçue qu'il avait perfectionnée. Au fil des ans. La famille doit être la priorité, James. Cette promotion semble égoïste. Tu dois penser à ce qui est le mieux pour tout le monde, pas seulement pour toi. Je suis resté là, sans voix, le goût des cendres dans la bouche. Ils n'avaient pas seulement ignoré mon succès. Ils avaient essayé de me faire culpabiliser. Cette nuit-là, j'ai réalisé qu'ils ne voulaient pas que je réussisse. Ils voulaient que je reste là où j'étais, disponible, utile. Éternellement à la 2e place. La semaine qui a suivi ce désastreux dîner de promotion a été l'une des pires de ma vie. La tension avec ma famille était suffocante. Clara appelait et laissait de longs messages vocaux décousus sur son stress. Une tentative claire de me culpabiliser pour que je refuse le poste.
Ma mère m'envoyait des SMS avec des photos des jumeaux. Légendé, regarde qui manque à son oncle préféré. C'était une pression totale de manipulation émotionnelle. Je m'épuisais. Rapidement. J'avais besoin de m'éloigner. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour respirer un air qui n'était pas saturé de leurs attentes. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai planifié quelque chose juste pour moi. J'ai passé des heures à faire des recherches en ligne. J'ai trouvé un petit hôtel de charme sur une plage. Tranquille au Mexique. Pas de club pour enfants, pas de toboggans aquatiques. Juste du sable, du soleil et du silence. J'ai réservé un vol et une chambre. Pour 10 jours. C'était mon secret, ma bouée de sauvetage. Mon erreur a été d'en parler. Ce fut un moment de faiblesse. Lors du dîner du dimanche suivant, me sentant acculé, j'ai lâché le morceau. Je pense prendre des vacances bientôt. Juste pour m'évader et me vider la tête. Les yeux de ma mère se sont illuminés, mais pas pour moi. Des vacances? Quelle merveilleuse idée! S'est-elle exclamée. Puis elle s'est tournée vers Clara. Ma chérie, toi et David avait dit que vous aviez besoin de souffler. C'est parfait. Nous pouvons tous y aller ensemble. C'était comme assister à une frénésie de requin. Avant que je puisse protester, le détournement était en plein essor. Oh mon Dieu! Oui, a piaillé Clara, sortant son téléphone. Mais ce petit hôtel que tu as mentionné a l'air ennuyeux, James. Nous avons besoin d'un endroit avec une bonne piscine pour enfants. Regarde celui-ci. Le Royalton Grand. Il a un parc aquatique et 7 restaurants. Mon père a ajouté. Bonne idée, Clara. Nous aurons besoin d'une suite familiale, James. Ta chambre sera probablement moins chère puisque tu es seul. Cela ne te dérangera pas de mettre un peu plus pour notre chambre, n'est-ce pas? Pour les petits-enfants, tu sais. En 10 minutes. Mon voyage solitaire, calme et réparateur s'était transformé en un calvaire familial chaotique d'une semaine dans un complexe conçu pour les enfants qui crient. Ils ont planifié des activités autour des horaires de sieste des jumeaux. Ils ont parlé de la façon dont je pourrais surveiller les garçons le soir pour que Clara et David puissent avoir un peu de temps romantique. Ils avaient complètement, et sans la moindre trace de conscience de soi, pris le contrôle de mon évasion et l'avaient transformé en un autre travail pour moi. J'étais juste assis là, engourdi. J'ai essayé de protester une fois. Tu sais. J'avais vraiment hâte d'être seul. Ma mère m'a interrompu avec un triste sourire. Oh, James, personne ne veut être seul en vacances. C'est tellement plus amusant en famille. Pendant que je les écoutais joyeusement dépenser mon argent et planifier mon temps, une résolution froide et dure a commencé à se former dans ma poitrine. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas combattu. J'ai juste hoché la tête et souri. Oui, ai-je dit, ma voix plate. Ça a l'air génial. Mais à l'intérieur, je faisais d'autres plans. Ils voulaient détourner mes vacances. Très bien, qu'ils le fassent. Ils pouvaient avoir leur voyage en famille, mais je n'en serais pas. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma première conversation avec mon oncle, le frère de ma mère, Robert. Il avait toujours été l'oncle cool, celui qui semblait me comprendre. Je l'ai appelé ce soir-là, exprimant ma frustration. Il a écouté patiemment. C'est dur, gamin, a-t-il dit. Ta mère et ta sœur, elles peuvent être compliquées. Tu mérites une pause. Sa sympathie m'a fait l'effet d'une bombe. Cela me faisait sentir que je n'étais pas fou. Mais une heure plus tard, j'ai reçu un SMS de ma mère. Je viens de parler à Robert. Il a dit que tu te sentais déprimé. Ne t'inquiète pas. Ma chérie.
Ces vacances en famille sont exactement ce dont tu as besoin pour te remonter le moral. La famille est la chose la plus importante. Mon sang s'est glacé. J'ai serré le téléphone. Mes phalanges blanches. Mon propre oncle. La seule personne que je pensais de mon côté n'était qu'un espion. Une voix de communication avec ma mère. Le sentiment de trahison était suffocant. J'ai alors réalisé avec une clarté glaçante que j'étais complètement et absolument seul. La trahison de l'oncle Robert fut le coup de pouce final dont j'avais besoin. Elle coupa le dernier fil d'espoir que je pouvais les raisonner ou trouver un allié au sein de la famille. Si je voulais récupérer ma vie, je devais la prendre. Pas d'annonce, pas de négociation, juste de l'action. Cette nuit-là, je suis passé en mode opération secrète. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lumière de l'écran illuminant mon visage dans l'appartement sombre. La première chose que j'ai faite a été d'annuler la réservation d'hôtel au bruyant et odieux Royalton Grand. Heureusement, j'étais dans la période d'annulation gratuite. J'ai récupéré mon acompte immédiatement. Puis, la vraie planification a commencé. Où irais-je? Je voulais un endroit lointain, magnifique, un endroit où il ne penserait jamais à chercher. Mes yeux ont parcouru une carte du monde. L'Europe semblait trop prévisible. L'Asie semblait trop loin. Puis je l'ai vu. Un joyau vert en Amérique centrale. Le Costa Rica. La terre de la pura vida. La vie pure. C'était parfait. J'ai trouvé un petit écologe isolé niché dans la forêt tropicale. À quelques pas d'une plage de sable volcanique. Les photos montraient des singes dans les arbres et des hamacs surplombant l'océan. C'était l'antithèse du complexe familial infernal. Je l'ai réservé. Puis j'ai réservé un vol aller simple depuis LAX, partant le même jour que le vol de la famille pour le Mexique, mais depuis un terminal différent. Les 2 semaines suivantes furent une leçon magistrale de tromperie. Au travail, j'ai fait ma demande officielle de vacances pour les dates du voyage au Mexique, mais j'ai dit la vérité à mon ami proche et collègue, Marc. Marc était la seule personne sur la planète à connaître mon vrai plan. Il avait vu comment ma famille me traitait. Depuis des années. Mec, il était temps, a-t-il dit quand je lui ai raconté. Tu as besoin de ça. Je te couvrirai si quelqu'un demande. Son soutien indéfectible était la seule chose qui m'empêchait de faillir. J'ai commencé à me préparer. J'ai photocopié mon passeport et mes documents importants. J'ai retiré une somme d'argent importante, suffisante pour me durer un certain temps. S'il réussissait d'une manière ou d'une autre à geler mon compte bancaire. Dans un accès de rage. Une pensée paranoïaque peut-être. Mais je ne prenais aucun risque. À la maison, j'ai joué le rôle du fils et du frère modèle. Je recevais des appels de Clara. Et, tu te souviens d'acheter la crème solaire respectueuse des récifs pour les garçons? Celle dont je t'ai envoyé le lien. Oui. Je l'ai déjà. J'aurais menti. Regardant le guide de voyage du Costa Rica sur mon bureau. Pendant ce temps, j'ai aussi commencé à prêter plus d'attention à Sarah, une collègue qui était également en lice pour la promotion. Elle était devenue trop amicale ces derniers temps, posant toujours des questions sur ma famille, mes projets de vacances. Oh, un grand voyage en famille. Comme c'est merveilleux, disait-elle avec un sourire éclatant et faux. Tu dois être tellement excité de t'éloigner du stress de cette promotion. Je l'ai remarqué en train de jeter un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur une fois que je regardais des vols. J'ai mis cela sur le compte de la rivalité au bureau, mais une petite sonnette d'alarme a retenti dans ma tête. Je suis devenu plus prudent. La veille du voyage, ma mère a appelé. James, n'oublie pas d'emporter ta belle chemise.
Nous prévoyons un dîner spécial en famille pour notre première nuit afin de célébrer que nous soyons tous ensemble. Je ne manquerai ça pour rien au monde, maman, ai-je dit en rangeant une paire de chaussures de randonnée et de l'anti-moustique dans mon simple sac à dos discret. Le mensonge me semblait étonnamment facile. La culpabilité que j'attendais de ressentir était absente, remplacée par un sentiment exaltant et terrifiant de liberté imminente. J'étais un espion dans ma propre vie, comptant les heures jusqu'à mon extraction. Au moment où l'avion pour le Costa Rica a traversé les nuages, ce fut comme un poids physique qui m'a été retiré des épaules. L'anxiété constante et basse qui m'avait accompagné pendant des années a simplement disparu. J'étais anonyme. J'étais libre. L'atterrissage à San José fut une explosion sensorielle. L'air était chaud et humide, imprégné du parfum de la pluie et des fleurs tropicales. Les sons étaient différents. Le rythme mélodieux de l'espagnol, le bavardage des oiseaux exotiques. C'était un monde différent. Un monde où je n'étais pas le frère de Clara ou la nounou non rémunérée. J'étais juste James. L'éco-lodge était encore mieux que les photos. Ma cabane était une simple structure en bois, sur pilotis avec un porche qui donnait directement sur la forêt tropicale dense et vibrante. Lors de ma première matinée, je n'ai pas été réveillé par un réveil, mais par le rugissement guttural des singes hurleurs dans la canopée. J'ai préparé une tasse de café local fort et me suis assis sur mon porche, regardant une famille de singes capucins se balancer à travers les arbres. Je n'ai absolument rien fait, et c'était glorieux. Pendant les 5 premiers jours, j'ai gardé mon téléphone éteint, rangé au fond de mon sac à dos. C'était une désintoxication numérique, une rupture de la laisse électronique qui m'avait lié aux exigences de ma famille. J'ai marché des kilomètres sur des plages de sable noir, les puissantes vagues du Pacifique s'écrasant à côté de moi. J'ai randonné à travers la jungle, m'émerveillant devant des papillons bleus irisés et des paresseux paresseusement accrochés aux branches. J'ai mangé du poisson frais et des fruits tropicaux dans une petite cabane en bord de mer, engageant des conversations maladroites avec les sympathiques habitants. Un après-midi, en lisant dans un hamac, un homme âgé au visage aimable et buriné a engagé la conversation. Son nom était le Dr Evans, un psychiatre à la retraite de Chicago, qui passait ses hivers ici. Nous avons parlé pendant des heures. Je ne lui ai pas déballé toute ma saga familiale, mais je lui ai dit que j'étais en voyage en solo très attendu pour échapper à de lourdes obligations familiales. Il a écouté patiemment, puis a dit quelque chose qui m'est resté. Tu sais, a-t-il dit, regardant l'océan. Une famille est censée être un havre sûr, pas une cage. Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire pour toi-même et même pour eux est de leur rappeler où se trouve la porte de la cage. Ces mots ont résonné profondément en moi. Il ne connaissait pas les détails, mais il en comprenait l'essentiel. Je ne m'enfuyais pas seulement. J'essayais de trouver la porte. J'ai commencé à me sentir moi-même à nouveau, une version de moi que je n'avais pas rencontrée depuis des années. J'étais plus calme, plus confiant. J'ai même eu un rendez-vous avec une femme que j'ai rencontrée lors d'une visite guidée de la nature, une voyageuse australienne. Nous avons eu un merveilleux dîner, parlant et riant sans aucun programme ni attente. C'était juste normal. Facile. Le 5e jour, je savais que je ne pouvais pas reporter éternellement. Je devais faire face à la musique. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai marché jusqu'à un endroit sur la plage avec un bon signalet. Je me suis préparé à réintégrer la tempête. Je savais que ce serait difficile. Mais pour la première fois, je me sentais prêt à y faire face. J'avais le souvenir des singes, le bruit des vagues et les paroles d'un sage étranger pour m'ancrer. Je m'avais moi-même. Je me suis assis sur une bûche lisse, réchauffée par le soleil, la brise océanique fraîche sur ma peau et j'ai allumé mon téléphone. Ce fut une explosion numérique.
L'écran s'est allumé et a immédiatement commencé à vibrer. Un bourdonnement frénétique et incessant dans ma main alors qu'une semaine de notifications affluait. C'était comme tenir un nid de frelons. 178 messages textes, 94 appels manqués, 42 messages vocaux. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Un sentiment d'appréhension se mêlant à mon calme retrouvé. J'ai ouvert les messages. Ce fut une descente chronologique dans la folie. Les premiers venaient de l'aéroport. Maman, James, où es-tu? Le vol est en cours d'embarquement. Clara. James. Ce n'est pas drôle. Va à la porte d'embarquement maintenant. Les garçons te demandent. Papa. Mon fils. Si. C'est une sorte de blague, elle est de très mauvais goût. Ta mère est folle. D'inquiétude. Puis la colère a commencé. Clara, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu nous as abandonnés. Tu as abandonné tes neveux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Clara? Nous avons raté le vol parce que nous te cherchions. Sais-tu combien cela va coûter de réserver à nouveau? Cela sortira de ta part d'héritage. Je le jure devant Dieu. Puis vinrent les culpabilisations de ma mère. Maman, James, s'il te plaît, appelle-moi. Je suis tellement inquiète. Es-tu blessé? As-tu des problèmes? Je ne peux pas dormir. Mon petit garçon, où es-tu? Maman, je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter ça. Nous t'avons tout donné. Ta sœur est en larmes. Les messages vocaux étaient encore pires. Une cacophonie de colère, de fausses larmes et de demandes. La voix de Clara était stridente de rage. Celle de mon père était lourde de déception. Celle de ma mère était une leçon de manipulation émotionnelle. Des sanglots étouffés et des chuchotements de « Comment as-tu pu faire ça à ta famille ?» J'ai écouté quelques secondes de chacun avant de les supprimer. L'homme qui était monté dans cet avion il y a 5 jours aurait été paralysé par cela. Il aurait ressenti une envie irrésistible de s'excuser, de réparer, de faire disparaître tout cela. Mais je n'étais plus cet homme. J'ai fait défiler le mur de texte, les accusations, le drame, et je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni peur, juste une profonde et calme tristesse pour eux, pour le peu qu'ils me connaissaient. J'ai fermé les messages, en ai ouvert un nouveau, et l'ai adressé au groupe de discussion familiale. J'ai tapé un message simple. Je suis en sécurité et je prends des vacances bien méritées. Je vous contacterai à mon retour. Veuillez respecter mon espace jusqu'à là. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint le téléphone à nouveau et je suis retourné vers la jungle, le son des vagues emportant leur bruit numérique. La tempête avait frappé, mais j'étais au cœur de celle-ci, et je tenais bon. Mes 10 jours au Costa Rica m'ont semblé une éternité. Quand j'ai finalement embarqué dans l'avion pour revenir à Los Angeles, j'étais une personne différente. Le bronzage sur ma peau n'était rien comparé à la nouvelle armure autour de mon âme. Mais je savais que la guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Je ne suis pas rentré chez moi. Mon premier arrêt n'a pas été mon appartement, mais un hôtel générique près de l'aéroport. J'avais besoin d'un terrain neutre, d'un endroit pour décompresser et élaborer une stratégie. Mon appartement, je le savais, ne serait plus un espace sûr. Ce serait le premier endroit où il chercherait. Le lendemain matin, j'ai exécuté mon plan. J'ai appelé un serrurier 24H24 et j'ai fait changer les serrures de mon appartement. Ensuite, je suis allé travailler. J'ai mis à jour mes informations de contact d'urgence, retirant mes parents et les remplaçant par mon ami Marc. Cela semblait clinique, froid, mais nécessaire. Je construisais une forteresse. Brique par brique. Comme prévu,
Ils ont découvert que j'étais de retour via les médias sociaux. Marc avait posté une photo de nous en train de prendre une bière, me souhaitant la bienvenue. En moins d'une heure, mon téléphone, que j'avais prudemment rallumé, a commencé à sonner. C'était ma mère. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale, puis Clara, puis mon père. Les messages vocaux étaient un mélange de soulagement et de fureur. Tu es de retour et tu ne nous as même pas dit, a hurlé Clara. Nous étions morts d'inquiétude et tu es en train de boire des bières. La phase finale de mon plan était d'organiser une réunion. Je ne les laisserai pas me prendre en embuscade chez moi ou à mon bureau. Je choisissais l'heure, le lieu. J'ai envoyé un SMS au groupe de discussion familiale. Je vous rencontrerai tous pour parler demain. 16h le Grove Café. Nous en discuterons là et seulement là. Le Grove Café était un choix délibéré. C'était public, toujours très fréquenté. C'était un endroit où les cris et les scènes émotionnelles seraient mal vus. C'était un territoire neutre. Je suis arrivé 15 minutes en avance le lendemain. J'ai choisi une table. Dans le coin, une avec une vue dégagée sur l'entrée, mais aussi avec un mur derrière moi. Je me sentais comme un général inspectant un champ de bataille. J'ai commandé un café noir et j'ai attendu. Ils sont arrivés ensemble, un front uni. Mon père, ma mère, Clara et son mari, David. Ils avaient l'air épuisés. En colère. Leur visage était un mélange d'indignation vertueuse et de fierté. Blessés. Ils se sont assis sans un mot, le silence lourd d'accusation. Ma mère fut la première à craquer, sa voix tremblante. James, comment as-tu pu? J'avais besoin d'une pause, ai-je dit calmement, ma voix égale. Une pause? Tu appelles ça nous humilier? Abandonner ta famille? Une pause, a claqué. Clara, les yeux brillants. David a posé une main soi-disant réconfortante sur son bras, mais il me regardait par-dessus sa tête. Il semblait plus stressé que quiconque. Il y avait des cernes sous ses yeux et sa mâchoire était serrée. À l'époque, je pensais juste qu'il était en colère au nom de sa femme. Je n'avais aucune idée que c'était bien plus que cela. La conversation a commencé sa danse. Toxique prévisible. Ils m'ont accusé d'être égoïste, ingrat, cruel. Je les ai laissés parler, sirotant mon café, refusant de mordre à l'hameçon. Et pendant que ce drame se déroulait, j'ai remarqué une silhouette familière assise seule à quelques tables de là, partiellement cachée par une plante en pot. C'était Madame Gable, notre ancienne voisine de la rue où j'ai grandi. Une femme douce, légèrement curieuse, qui connaissait notre famille depuis 30 ans. Elle m'a fait un petit signe discret. J'ai hoché la tête en retour. Je n'avais aucune idée que sa présence là, complètement par hasard, allait tout changer. Elle était sur le point de devenir le témoin involontaire de l'implosion du secret de famille. Le barrage d'accusations a continué. J'étais égoïste. J'étais immature. Je n'avais aucune idée de ce qu'était une vraie responsabilité. Responsabilité. Ai-je finalement dit, ma voix dangereusement basse. Le calme que j'avais cultivé commençait à s'effilocher. Vous voulez parler de responsabilité? Pendant les 5 dernières années, ma seule responsabilité a été vous. Vous tous. Ce n'est pas juste, a pleuré ma mère. Nous sommes une famille. Est-ce de la famille de transformer ma vie en votre supérette personnelle, ai-je riposté? Ma voix s'élevant. Je suis votre chauffeur, votre homme à tout faire, votre distributeur automatique de billets et votre nounou gratuite. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a demandé comment j'allais pour la dernière fois? Quand est-ce que mon succès a été célébré au lieu d'être traité comme un conflit d'emploi du temps pour Clara? La vérité crue de mes mots est restée suspendue dans l'air,
les faisant taire un instant. David, mon beau-frère, fut celui qui ralluma le feu. Il a ricané, se penchant en avant avec un air de mépris. Oh, pauvre de toi. Tu penses que tu as la vie dure? Tu n'as aucune idée de ce qu'est la vraie pression. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'entreprise à gérer. Tu ne comprends pas le genre de fardeau que nous portons. Et c'est là que j'ai craqué. Les années de ressentiment d'être minimisé et ignoré ont bouilli. Des fardeaux. Vous voulez parler de fardeau, David? Parlons du fardeau de votre entreprise. Je ne savais même pas ce que je disais. Les mots jaillissaient, alimentés par un pur instinct et la colère, mais j'ai dû toucher un point sensible, un trait profond. Le visage de David est devenu pâle. Clara l'a regardé, puis moi, les yeux écarquillés de panique. Ma mère a vu le changement et est immédiatement intervenue pour défendre le mari de sa fille. Adoré. James, ça suffit. Tu ne parleras pas à David de cette façon. Nous avons tous fait des sacrifices. Nous avons fait des choses pour cette famille que tu ne pourrais pas comprendre. Quelle chose, ai-je insisté, mais yeux fixés sur les siens. Quel sacrifice? Des choses que tu n'as pas besoin de savoir, a-t-elle rétorqué, la voix brisée. Non, je crois que si. Ai-je insisté. Je crois qu'après tout, je mérite de savoir pourquoi toute ma vie doit être mise en veilleuse pour servir la vôtre. La pression dans l'air était immense. David était mal à l'aise. Clara avait l'air d'être sur le point de vomir. Mon père regardait juste la table, son visage cendré. Et puis ma mère. Dans une dernière tentative désespérée de me culpabiliser pour me soumettre, à hurler les mots qui allaient faire s'écrouler tout le château de cartes. Nous l'avons fait pour ta sœur, a-t-elle hurlé, les larmes coulant sur son visage. Sa voix assez forte pour faire tourner les têtes dans tout le café. Nous avons tout fait pour elle. L'entreprise de David est en faillite. Elle est en faillite. Depuis des années. Nous avons dû les aider. Silence. Un silence assourdissant. Et absolu. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque culpabilisation s'est soudainement mise en place. Tout prenait un sens horriblement logique. Ma mère a posé une main sur sa propre bouche, réalisant ce qu'elle avait fait. Clara a laissé échapper un sanglot étouffé, enfouissant son visage dans ses mains. David avait l'air d'avoir été frappé physiquement, et je les ai juste regardés. La vérité était sortie. Non seulement murmurée, mais hurlée dans un café public. Ma promotion, mon salaire, ma disponibilité. Ce n'était pas une question de famille. Ce n'était jamais une question d'amour ou de soutien. J'étais leur plan de secours, leur filet de sécurité financier, leur police d'assurance ambulante. Et parlante pour la vie ratée de l'enfant prodige. J'ai jeté un coup d'œil à la table de Madame Gable. Sa tasse de café était figée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux étaient grands ouverts sous le choc. Elle avait entendu chaque mot. Le secret de famille n'était plus un secret. C'était un spectacle public. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma propre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'à présent. Vous êtes incroyable. Faites-moi une grande faveur et appuyez sur le bouton j'aime et commentez-le. Numéro ainsi dessous juste pour que je sache que vous avez tenu bon avec moi. Cela ne fait pas seulement que plus de gens trouvent cette histoire. Cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un quelque part. Votre soutien est sincèrement la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. La confession flottait dans l'air, dense et toxique. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le brouhaha du café sembla s'estomper en un lointain bourdonnement. Il n'y avait que nous cinq, figés dans les débris des mots de ma mère.
Clara fut la première à rompre. Elle se mit à pleurer. Mais ce n'était pas les larmes de crocodile auxquelles j'étais habitué. C'étaient des sanglots. Âpres et de pure humiliation. Sa façade parfaite avait été brisée de la manière la plus publique imaginable. J'ai regardé mes parents. Mon père ne me regardait pas dans les yeux. Il fixait les grains de sucre sur la table comme s'il détenait les secrets de l'univers. Ma mère semblait complètement brisée. Son visage strié de mascara, un regard de regret horrifié dans ses yeux. J'ai finalement trouvé ma voix. Elle était calme, stable et plus froide que je ne l'avais jamais entendue auparavant. Alors c'est ça, ai-je dit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. C'est de ça qu'il s'agissait. Le besoin constant que je sois à proximité, la panique quand j'ai eu une promotion. Vous n'aviez pas peur de perdre un fils ou un frère. Vous aviez peur de perdre votre investissement. Ce n'était pas comme ça, James, marmonna mon père. Sa voix, non, je l'ai coupée, levant la main. N'osez plus jamais me mentir. Pas maintenant. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Tous les yeux du café étaient sur nous. Mais je m'en fichais. J'ai regardé directement mes parents, puis Clara et David. Je ne suis pas votre plan de retraite. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. Et je ne suis pas le canot de sauvetage de votre navire en perdition, ai-je dit, chaque mot précis et tranchant. La banque de James est officiellement fermée. Mon temps, mon argent, ma vie sont à moi. Maintenant. Vous devez résoudre vos propres problèmes. Vous tous. J'ai posé un billet de $20 sur la table pour couvrir mon café. C'est la dernière chose que je paie. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas couru. J'ai marché le dos droit et d'un pas régulier. En passant devant la table de Madame Gable, elle a tendu la main et m'a doucement touché le bras. Elle m'a regardé dans les yeux et a fait un petit signe de tête triste, mais encourageant. Tu as fait la bonne chose, mon cher, a-t-elle murmuré. Ce petit acte de validation d'une quasi-inconnue a eu plus de signification pour moi à ce moment-là qu'une vie de « je t'aime » creux de ma propre famille. Je suis sorti de ce café et j'ai marché sous le soleil éclatant de Californie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne savais pas ce qu'il ferait. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fichais vraiment. J'ai ressenti un profond sentiment de perte, comme une amputation. Cela faisait mal, mais j'ai aussi ressenti le soulagement net et vif d'un membre libéré d'un piège. Le poids mort était parti. Le silence qui a suivi fut absolu. Pendant 2 semaines, mon téléphone n'a pas sonné. Pas de SMS, pas de messages vocaux, pas de mails. C'était étrange, comme le calme après une bombe nucléaire. Le silence était à la fois un soulagement et une source d'étrange anxiété. Avais-je détruit ma famille, ou avais-je simplement exposé quelque chose qui était déjà brisé au-delà de toute réparation? Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. J'ai officiellement accepté la promotion, les voyages, les nouvelles responsabilités. C'était une distraction. Bienvenue. Mon nouveau salaire plus élevé est allé directement sur mes propres comptes, intouché par les urgences familiales. Je construisais ma propre vie. Selon mes propres termes. La première fissure dans le silence est venue d'une source inattendue. Oncle Robert, il m'a appelé un soir, sa voix hésitante. James, c'est ton oncle. Je sais, ai-je dit, ma voix plate. Il a soupiré. Lourdement. Écoute, gamin, je sais que j'ai foiré. J'essayais de jouer les médiateurs et j'ai juste aggravé les choses. Ta mère, elle met beaucoup de pression sur les gens. Ce n'est pas une excuse, mais je voulais dire que je suis désolé pour ma part. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était plus que ce que j'avais jamais obtenu de mes parents.
Que veux-tu, Robert, ai-je demandé. Juste te faire savoir ce qui se passe, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas bon. Tes parents mettent la maison en vente. Celle où tu as grandi. Ils ne peuvent plus se permettre les remboursements de l'hypothèque. Pas après. Eh bien, après tout ce qu'ils ont donné à David. La nouvelle m'a frappé plus fort que prévu. Cette maison, c'était mon enfance. Et Clara, ai-je demandé. Ma voix à peine un murmure. Ils ont aussi perdu leur maison. Il a dit que la banque avait saisi. Ils ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. David cherche un emploi, un vrai 7 fois. Je l'ai remercié pour l'information et j'ai raccroché. Je me suis assis dans mon appartement calme et propre, celui dont il n'avait pas la clé, et j'ai ressenti une vague d'émotions compliquées. Il n'y avait pas de triomphe. Pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste une tristesse profonde et lancinante. Pour le désordre qu'ils avaient créé. Puis mon téléphone a vibré avec un message. Texte. Il venait d'un numéro que je n'ai presque pas reconnu. C'était Clara. Une ligne, 3 mots. Je suis tellement désolé. Ce n'était pas une solution. Ce n'était pas une réparation, mais c'était un début. Un tremblement dans le paysage gelé de notre famille. 6 mois peuvent tout changer. J'ai déménagé. J'ai eu un nouvel appartement dans une autre partie de la ville. Un endroit sans souvenir. Sans fantômes dans les couloirs. Il était plus petit que mon ancien logement, mais il me semblait plus grand parce qu'il était entièrement le mien. Les murs étaient décorés de mes propres œuvres d'art, de mes propres photos du Costa Rica. Pas une seule plaque ou trophée appartenant à Clara. Mon nouveau travail était exigeant mais incroyablement gratifiant. J'étais doué pour cela. Voyager pour le travail, que ma famille avait dépeint comme un acte égoïste d'abandon, s'est avéré être quelque chose que j'aimais. Cela a ouvert mon monde. J'ai vu de nouvelles villes, rencontré de nouvelles personnes, et prouvé à moi-même que je pouvais non seulement survivre, mais aussi prospérer par moi-même. J'ai commencé à dire oui aux choses. J'ai rejoint un club de randonnée et j'ai passé mes week-ends à explorer les montagnes autour de Los Angeles. J'ai suivi un cours de poterie. Découvrant une joie maladroite mais satisfaisante à créer quelque chose de mes propres mains. Je construisais une vie, pas seulement une carrière, une vie remplie de mes propres centres d'intérêt, de mes propres amis. Le silence de ma famille s'était transformé en une série de communications hésitantes et maladroites. Ma mère m'envoyait des recettes. Mon père m'envoyait des scores sportifs. C'étaient de petites tentatives faibles pour combler le fossé que j'avais créé. J'ai répondu poliment, mais j'ai gardé mes distances. La confiance, une fois brisée, ne pouvait pas être recollée du jour au lendemain. La plus grande surprise fut Clara. Son court SMS d'excuses avait été suivi d'un long email décousu. 1 mois plus tard, elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a admis son arrogance, son égoïsme, sa peur de l'échec. Elle m'a dit comment perdre tout l'avait forcée à voir le monde et elle-même différemment. Elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste. David conduisait pour un service de covoiturage. Ce fut une chute humiliante et brutale. Je ne me suis pas précipité pour arranger les choses pour elle. Je savais que ce serait retomber dans l'ancien schéma, mais j'ai répondu. Je lui ai dit que j'étais content qu'elle aille bien. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle retrouverait ses marques. C'était une remise à zéro de la relation. Nous n'étions plus l'enfant prodige et le fils oublié. Nous étions juste 2 adultes essayant de comprendre les choses. Un après-midi, j'ai reçu un appel de la réception de mon bureau. Monsieur Davison, il y a un Richard ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous.
Mon cœur s'est emballé. C'était mon père. Il n'était jamais, pas une seule fois, venu sur mon lieu de travail. J'ai pris une grande inspiration. Et leur ai dit de le faire monter. Il est entré dans mon grand, nouveau bureau. L'air plus petit et plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il a regardé la vue. Le bureau, les symboles de mon succès. C'est vraiment quelque chose. James, a-t-il dit, sa voix épaisse d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait situer. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas demandé d'aide. Il est juste resté là à me regarder. Je suis venu ici pour dire 2 choses, a-t-il dit, me regardant enfin dans les yeux. Premièrement, je suis incroyablement fier de toi. Je sais que je ne l'ai jamais dit, mais je le suis. Et deuxièmement, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir été un père terrible pour toi. J'ai laissé ma peur pour ta sœur m'aveugler sur l'homme merveilleux que mon fils était devenu. Je t'ai manqué, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Des larmes me sont montées aux yeux. C'était la seule chose que j'avais désiré entendre toute ma vie. Et c'était enfin arrivé. Les excuses de mon père furent comme une clé tournant dans une serrure que je ne savais même pas encore rouiller. Nous nous sommes assis dans mon bureau, la ligne d'horizon de la ville s'étendant derrière lui, et nous avons parlé. Vraiment parlé pour la première fois depuis des décennies. Il m'a tout raconté. L'histoire complète du désastre financier de David. C'était pire que ce que je pensais. Mauvais investissement, dette secrète de carte de crédit, une entreprise qui n'a jamais été rentable. Lui et ma mère avaient englouti leurs économies de toutes. Une vie, leur retraite, tout dans ce trou noir. Tout cela pendant que David et Clara maintenaient l'illusion d'une vie parfaite. Nous avions tellement peur, a-t-il avoué, sa voix se brisant. Nous étions terrifiés qu'elle échoue, de ce que les gens diraient. Nous pensions que si nous pouvions juste maintenir le tout à flot assez longtemps, ta carrière décollerait et tu pourrais être le filet de sécurité. Il a dit le mot avec tant de honte. Filet de sécurité. Toute ma vie définie. Mais voici la partie que tu ne sais pas, a-t-il dit, prenant une inspiration tremblante. La partie dont j'ai le plus honte. Il m'a regardé droit dans les yeux. Clara savait. Elle savait à quel point c'était grave avec David bien avant de nous le dire. C'est elle qui est venue nous voir en pleurant, nous manipulant pour que nous l'aidions. Elle a joué sur nos peurs. Elle savait que nous vidions notre retraite, et elle a laissé faire. Ce n'était pas seulement l'échec de David. C'est sa tromperie qui nous a vraiment ruinés. Ce fut la dernière torsion dévastatrice. Ce n'était pas seulement que Clara avait accepté l'aide. Elle avait orchestré tout cela. Son égoïsme n'était pas passif. C'était une force active et destructrice. Cela a recontextualisé tout. Chaque appel téléphonique en larmes, chaque plaidoyer dramatique pour obtenir de l'aide. C'était une performance calculée. La nouvelle aurait dû me rendre plus en colère, mais étrangement, ce ne fut pas le cas. Cela m'a juste rendu triste. C'était la dernière pièce du puzzle, celle qui montrait la vraie profondeur du dysfonctionnement. J'ai regardé mon père, un homme dépouillé de toute sa fierté, et j'ai vu non pas un monstre, mais un être humain imparfait qui avait fait de terribles choix par un sentiment tordu d'amour et de peur. J'accepte tes excuses, papa, ai-je dit. Et je le pensais. Mais tu dois comprendre que les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Le pardon n'est pas une baguette magique. Il a hoché la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. Je sais, mon fils. Je ne m'y attends pas. Je lui ai dit que si nous devions avoir à nouveau une relation, elle devait être nouvelle. Une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Non pas sur l'obligation et la culpabilité.
Il y aurait des limites, des limites. Difficile. Plus de sauvetage financier. Plus de demandes de dernière minute. Sur mon temps. Il devrait apprendre à me connaître. James l'homme, pas James. L'utilité. Il a accepté tout. Quand il s'est levé pour partir, je me suis levé. Aussi. Pendant un instant, nous sommes restés là dans le bureau silencieux. Il n'a pas bougé pour une étreinte et moi non plus. C'était trop tôt pour ça. Au lieu de cela, il a tendu la main. Je l'ai prise. Nous nous sommes serrés la main. Deux hommes faisant une paix fragile et hésitante. Ce n'était pas la réunion chaleureuse et floue d'un film. C'était réel. C'était un début. Et pour l'instant, c'était plus que suffisant. Une année s'est écoulée depuis ce jour dans mon bureau. Une année de reconstruction lente et délibérée. J'écris ceci depuis une plage, non pas au Costa Rica, mais une petite crique tranquille à quelques heures de la côte de Los Angeles. Je suis ici avec Sarah. Pas Sarah de mon ancien bureau. Il s'avère que son ingérence faisait partie d'une tentative ratée de me saboter pour la promotion. Un détail qui est ressorti plus tard et a cimenté ma décision de garder une distance professionnelle. Non, c'est une autre Sarah, une femme que j'ai rencontrée dans mon club de randonnée. Elle est intelligente, elle est drôle, et elle m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour elle. Elle est au bord de l'eau en ce moment, riant alors que son chien essaie de jouer à chat avec les vagues. Ma relation avec ma famille est un travail en cours. Nous ne faisons plus de grands dîners du dimanche. Au lieu de cela, je retrouve mon père pour un café une fois par mois. Nous parlons de sport, de travail, de ma vie. Il apprend à connaître son fils. Ma mère et moi trouvons toujours notre chemin. Les conversations sont souvent hésitantes, mais elle essaie. Elle m'envoie des photos des petits-enfants, mais elle ne demande plus quand je viendrai les voir. Elle attend une invitation. Clara et moi nous sommes parlé au téléphone plusieurs fois. Les excuses ont été faites. Nous naviguons toujours dans le vaste paysage criblé de cratères de notre passé. Peut-être qu'un jour nous serons de vrais frères et sœurs. Peut-être pas. Mais la dynamique toxique est brisée et c'est ce qui compte. Ils survivent. Ils apprennent à se débrouiller seuls. Humiliés, mais peut-être à long terme plus fort pour cela. Mon téléphone vibre. Il y a un message photo de mon père. Il y a un selfie de lui, ma mère, Clara, David et les garçons. Ils sont dans un parc public en train de pique-niquer. Ils ont l'air normaux, un peu fatigués, un peu usés, mais ils sourient sincèrement. Il n'y a pas de prétention, pas de spectacle, juste une famille qui se débrouille. Je souris, un sourire sincère. Sans complication. Je ne ressens plus de colère. Je ne ressens plus de ressentiment. Je ressens la paix. Je range mon téléphone et je regarde Sarah revenir sur la plage. Son sourire est aussi éclatant que le soleil. J'ai dû perdre la famille que je pensais avoir pour me retrouver. Et ce faisant, j'ai ouvert la porte à la chance de construire une vraie famille sur une base de vérité et de respect. Ma vie n'est plus une ombre. Elle est à moi et l'horizon est magnifique d'ici. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire.